On sait que pour les pommes de terre, donc là c'est pas des fruits, mais pour les pommes de terre, quand elles vont être cuites, vont avoir un index glycémique plus élevé que refroidies par exemple. Salut à tous, on reprend les questions-réponses. Alors là, c'est la série où on va parler. Alors, je vais vous dire tous les thèmes là, comme ça au moins vous allez voir un peu ce qui vous attend. On va parler de fruits et d'index glycémique et tout ça. On va parler de quoi on va parler? De légumes. De légumes par rapport à la quantité. On va parler également de sucre versus glucides. Enfin voilà, toutes ces choses-là. On va parler de la génétique au niveau du ventre, d'image de soi. On va parler également de perte de graisse localisée et de beaucoup de volume d'entraînement par entraînement. De beaucoup de volume de travail par entraînement plutôt. Donc voilà, bon, alors la première question, alors déjà pour information, vous pouvez poser vos questions sous les vidéos. Alors les vidéos du jeudi, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres contenus, tous les jeudis à 18 h, vous avez une vidéo questions-réponses. Une vidéo questions-réponses, je prends une de vos questions, enfin c'est Cyril qui m'aide dans ce travail-là, il récupère vos questions en commentaire et il me les bascule sur une petite fiche que moi après je peux traiter pour justement vous faire des vidéos comme ça. Le but c'est de faire une question, voire deux maximum par vidéo pour essayer, parce que le problème des FAQ, vous savez, des grosses FAQ, c'est que soit elles durent longtemps, donc ça c'est les grosses FAQ qui durent parfois 1 heure, 2 heures, ça c'est pour le contenu VIP sur mon site. Et si je fais des FAQ YouTube, le problème c'est que ce qui va se passer, c'est que derrière les questions vont être traitées trop rapidement, et c'est pas le but. On n'a pas envie de traiter une question, enfin voilà, des fois il faut quand même un petit peu argumenter. Donc voilà, donc posez vos questions en commentaire, et puis abonnez-vous, hein. C'est vrai que je le dis jamais, mais c'est quand même l'avantage de recevoir le podcast le mardi à 8 h, et la vidéo du jeudi, et après la petite vidéo du dimanche aussi. Donc voilà, si vous aimez au moins mon travail, si vous ne basculez pas en VIP mais que vous voulez au moins soutenir mon travail, vous sachez que pour quelqu'un qui travaille sur Internet, sur Internet, une partie sur YouTube, une partie sur mon site web, sachez que les abonnés, ça compte un petit peu. Voilà, bref, ceci étant dit, la première question, comme toujours, super podcast, donc c'était sous le podcast. Donc merci Théo, merci à toi. J'aurais une question peut-être bête concernant les fruits. Du coup, au frais, comme la pastèque, la pomme, l'orange, auront-ils un IG plus faible que s'ils étaient à température ambiante? Merci. Première question légitime, dans le sens où, par exemple, on sait que pour les pommes de terre, donc là c'est pas des fruits, mais pour les pommes de terre quand elles vont être cuites vont avoir un index glycémique plus élevé que refroidies. Par exemple, je vous donne un exemple concret, mais vous faites cuire vos pommes de terre à la vapeur, vous les laissez refroidir à l'air ambiante puis au frigo, et le soir par exemple vous faites une salade avec les tranches comme ça de pommes de terre. L'index glycémique va être plus bas. Donc vu que ça marche pour ça, est-ce qu'on peut étendre ça aux légumes, aux fruits, etc. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où on modifie l'assimilation d'un aliment, donc modifier l'assimilation d'un aliment, ça peut être par la cuisson, par le fait de mixer, donc de transformer un fruit en compote, en purée et tout ça. Forcément, qui dit digestion accélérée va dire assimilation accélérée, va dire également réponse au niveau de l'organisme légèrement différente. Donc certainement que tu vas avoir une modification, alors de mettre tes légumes au frais, tes fruits au frais
alors température ambiante ou au frais, ça ne fera pas réellement de différence. Mais par contre, si tu vas consommer des pommes cuites plutôt que des pommes brutes comme ça sera certainement pas la même chose. Par contre, il faut faire attention, beaucoup de personnes diabolisent un petit peu les fruits pour leur côté sucré. Il faut savoir une chose, c'est que l'index glycémique des fruits, qui peut paraître parfois pour certains modéré à élevé, il faut toujours le mettre en combinaison avec la charge glycémique. Globalement, pas tous, je précise, mais globalement, les fruits ont plutôt une charge glycémique faible. Ce qui veut dire que même si vous avez un index glycémique élevé, la réalité, donc la charge, la quantité de sucre que vous allez obtenir par la consommation du fruit est pas énorme. Donc c'est pas vraiment un problème, il ne faut pas trop se soucier de l'IG des fruits. Voilà. Je parle encore une fois des fruits bruts. Je ne vous parle pas des fruits secs, je ne vous parle pas de la purée, je ne vous parle pas des compotes et tout ça. D'accord. Ou des coulis ou des confitures. Je vous parle du fruit sous sa forme brute. Après, c'est vrai qu'il faut aussi savoir, par exemple, quand les personnes font des régimes relativement bas en glucides, etc., et qu'elles cherchent un petit peu à se régénérer, elles sentent qu'au niveau mental, elles ont du mal à tenir, parce que vous savez que les régimes pauvres en glucides, il y a quand même des phases un petit peu d'adaptation, ou alors des personnes qui sont sursollicitées au niveau mental, au niveau physique, etc., on n'est pas tous égaux par rapport à ça, il y a des gens qui ont des rythmes de vie beaucoup plus actifs que d'autres, et ils ont aussi le droit de vouloir perdre du gras, ils ont aussi le droit d'être en surpoids. Ça ne veut pas dire, vous savez, on a souvent tendance à dire mode de vie actif égale bonne forme. Mais la problématique, c'est qu'on voit des gens qui ont un mode de vie très actif et qui pourtant sont en surpoids par des mauvais choix de diète, etc. Bref, enfin de diète, de style d'alimentation. Et quand on commence à réduire drastiquement les glucides, et que certaines personnes, des fois, ils y vont un petit peu trop, ils ne se connaissent pas encore, c'est normal, hein, c'est quand même compliqué du jour au lendemain de savoir ce qui nous convient. Hein. Voilà, il y a des gens qui vont vous prétendre que c'est simple, moi je vous garantis que ce n'est pas simple, c'est un travail d'apprentissage, et c'est pour moi beaucoup plus intéressant, parce que la simplicité voudrait dire que tout le monde y aurait accès, donc ça tomberait un petit peu, on aurait moins d'attrait à essayer d'obtenir quelque chose que tout le monde a facilement. Et c'est vrai que la consommation de fruits, quand on est bas en glucides, à certains moments, quand on commence à sentir que les effets de la diète pauvre en glucides, alors durant un régime, hein, je ne vous dis pas toute l'année, hein, mais durant un régime, de temps en temps consommer des fruits, ça peut aider un petit peu à recharger le glycogène hépatique, donc celui qu'on stocke au niveau du foie, parce que étant donné que fruits, fructose, foie, et enfin on en fait assez facilement du glycogène hépatique. Ça peut être intéressant justement pour ceux qui subissent durant la semaine vraiment des creux comme ça où ils sentent qu'ils sont complètement épuisés ou qu'ils ont mal géré leur diète et donc du coup ils tombent un petit peu dans cet appauvrissement glycogénique au niveau hépatique et donc parce qu'on s'en sert au niveau mental, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Après, ce fructose, là je m'éloigne un petit peu de la question, mais ce fructose, s'il vient de 1 ou 2 fruits dans la journée, ça ne posera pas réellement de problème. Ce qu'il faut regarder, c'est la quantité de fructose sur la journée. Pour des personnes qui vont consommer, alors je sais que ça ne vous concerne pas, mais c'est toujours bien d'avoir les bases pour comprendre. Pour des personnes qui vont consommer des sodas, qui vont consommer des jus de fruits. Il faut savoir une chose, c'est que le sucre, très souvent utilisé dans les produits sucrés industriels, il y a une grande part de fructose. Dans les jus de fruits également. Et en plus de ça, on va consommer du miel, on va consommer du sirop d'agave, on va consommer des fruits sous forme brute. La quantité de fructose peut monter un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, si on consomme l'intégralité des aliments que je viens de donner là, on dépasse la quantité. Et donc là, le foie il va pas réellement être capable de gérer cet excès de fructose, et donc il y aura une bonne partie convertie en graisse, et on n'en a pas envie de ça. L'idée est d'avoir quelque chose qui vient resynthétiser le glycogène hépatique, mais pas fabriquer des tonnes de graisse au niveau du foie. On n'a pas envie de ça, quoi. Donc, il faut toujours être mesuré et de toujours analyser finalement la quantité de quelque chose dans la journée. Donc, si vous êtes sursollicité au niveau du foie, au niveau du fructose, alors encore une fois, attention, je sais qu'il y a des gens qui sont terrorisés, ils mangent 2 fruits, ah là là, j'ai trop de fructose. Non, je parle vraiment d'une approche où les gens
consommerez régulièrement du fructose. Hein. Le jus de fruits au petit déjeuner plus des fruits, avec de la compote ou de la purée de fruits. Le midi, ils vont avoir encore une salade de fruits ou des fruits au sirop ou alors des yaourts aux fruits, des choses comme ça. Régulièrement dans la journée, ils vont consommer du fructose sous forme de soda ou autre boisson. Là, évidemment, on tombe quand même dans quelque chose qui n'est pas forcément sain, et enfin, c'est même pas du tout sain, et on tombe dans... Et les gens, souvent, c'est là la problématique, c'est qu'ils vont se dire, oh là, du coup, je réduis les fruits. Non, c'est pas les fruits qu'il faut réduire, c'est l'intégralité des aliments malsains qu'il y a autour. Mais bon, là, en fait, c'est un peu... vous donner des conseils, je sais que vous le savez déjà, mais pour répondre à ta question, Claire, te pose pas trop Enfin, ça n'est pas une problématique ligée comme ça, tu sais, souvent on va dire, oui mais le melon, attention, non, non, reste sereine de ce côté-là, si tu restes modéré, je pense pas que tu fasses une monodiète de melon, ou de pastèque, ou de pomme, ou d'orange, surtout si tu fais de la muscu, je pense que c'est pas l'idée, donc voilà. J'avais mis une deuxième question dans la question, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, en fait, c'est par rapport à la satiété. Lorsque nous mangeons, parfois j'ai l'impression de trop manger, même si ça reste des aliments peu caloriques. Eh bien, je n'arrive pas à m'arrêter. Merci à toi. Ouais, en fait, ça va... oui, je sais pourquoi je l'ai mis avec, parce que je n'avais pas vu la fin. Je l'ai mis avec parce que souvent les gens... Alors, la satiété liée aux aliments sains, les personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter, globalement, tu sais, quand tu manges des aliments sains... Donc après, il faut définir ce que tu juges sain. Le riz est un aliment sain, la patate douce est un aliment sain, la pomme est un aliment sain, enfin sain si on hiérarchise. Encore une fois, il y en a qui aiment tout relativiser, tout est relatif. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, quand on dit oui, mais sain, ça en reste encore à définir. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, c'est une paresse intellectuelle en fait des gens par rapport au fait que de dire ça encourage à faire un peu n'importe quoi et de dire on ne sait pas. Non, on sait quand même qu'il y a une forme de hiérarchie au niveau de la qualité des aliments. Dire qu'un fruit est l'équivalent d'une barre de Mars, c'est pas... Non, enfin, à un moment donné, il y a une hiérarchie. La pomme est quand même plus élevée au niveau de la hiérarchie de sénitude que la barre de Mars, quoi. Donc, déjà, il faut hiérarchiser. Donc, si tu compares, si tu manges à volonté, donc si tu vas chercher ta satiété avec des légumes à volonté, ça n'est pas la même chose que d'aller chercher ta satiété avec à volonté du riz. Pourquoi ça n'est pas la même chose, même si ces deux aliments sont plutôt bruts, la différence qu'il va y avoir, c'est la densité énergétique de chacun. Donc quelqu'un qui a du mal à contrôler son poids et qui va aller chercher sa satiété, donc à couper sa faim avec des féculents. Donc j'aime bien utiliser le terme féculent parce qu'en France c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ça n'aura pas du tout le même impact que quelqu'un qui va aller chercher, qui va chercher à couper sa faim avec des courgettes ou des brocolis par exemple. Donc tu vois bien que le poids des conséquences ne seront pas les mêmes. Enfin les poids, parce que il y a des personnes chez qui ça va être plutôt bénéfique de consommer beaucoup de féculents quand ils ont du mal à prendre du poids, mais quand on est vraiment dans une optique de perdre, de libérer du gras, souvent cette problématique de la faim et de la satiété, c'est plutôt dans ce cas-là que ça s'installe. On va régulièrement chercher, ceux qui font les choses correctement, à combler le maximum son appétit avec des aliments qui ont peu d'impact au niveau et peu de densité énergétique. C'est pour ça que plus on veut sécher, plus on augmente le volume dans l'assiette, plus on veut prendre de la masse, plus on augmente la densité dans l'assiette. Alors c'est quoi la différence entre volume et densité dans mon discours, hein, on pourra me reprendre là-dessus, mais pour moi le volume c'est la place que vont prendre les aliments dans votre assiette, et la densité c'est ce qu'apporte l'aliment en tant que tel à votre organisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement une pomme de terre qui est petite et dense apporte plus de densité qu'un gros volume de salade. Vous voyez? Donc la salade, beaucoup de volume, peu de densité. La pomme de terre, petit volume, plus grosse densité. Donc voilà, schématiquement c'est ça. Donc en prise de masse, on cherche la densité. En perte de graisse, on cherche le volume dans l'assiette.
Et donc, voilà, quels sont tes conseils pour écouter notre satiété lorsque nous mangeons? Le meilleur conseil déjà, c'est de ne pas être stimulé par plein de trucs en même temps. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus vivre sans stimulation sonore, visuelle, etc. Donc peut-être que là, vous me regardez en mangeant. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de m'écouter seulement. Si vous aimez bien suivre des vidéos en mangeant, est-ce que vous avez réellement besoin à chaque fois d'avoir l'image en même temps? Globalement, quand c'est un discours un peu de connaissance et tout, l'audio suffit. Donc essayez déjà de calmer vos stimulations pendant que vous mangez, ce qui vous permettra de vous rattacher un petit peu plus à déjà regarder votre assiette plutôt que l'écran. Deuxième chose, j'en ai parlé dans un podcast assez récent, je crois, on est stimulé sous deux axes. C'est d'abord les sens, donc quand on mange quelque chose, en fait, si l'aliment est le même, on va s'en lasser rapidement et pour retrouver de l'intérêt, il faut passer à un autre aliment. Donc avec le concept que je donnais du buffet à volonté, vous savez, les buffets asiatiques, là, les restaurants un peu à volonté, c'est la meilleure image. Le concept du resto à volonté, c'est quoi? C'est qu'on est capable de beaucoup manger parce qu'en fait, on a plus de choix que d'habitude et les aliments qui nous sont présentés nous font quasiment tous envie. Donc on est capable de manger 3-4 assiettes d'affilée, alors que si on nous avait proposé 3-4 assiettes d'affilée de blanc de poulet, brocoli et riz basmati, on aurait eu beaucoup plus de mal. Donc au niveau des sens, il faut savoir une chose, c'est qu'au bout d'un moment, si tu restes sur les mêmes aliments, tu vas te lasser de ça. Donc ça va être beaucoup plus facile de t'arrêter de manger. Deuxième chose, la longueur. C'est-à-dire qu'au niveau physiologique, au niveau énergétique, quand ton corps détecte que ça y est, c'est bon, il a sa dose énergétique, ça prend entre 15 et 20 minutes. Donc évidemment, si tu as un repas sur le pouce en 5 minutes, tu vas moins avoir tu vas pas profiter des avantages du temps, en fait. Donc au niveau des sens, c'est quelques minutes. Donc on va partir du principe quelques minutes, moins de 15 minutes. Hein, dans l'article que j'avais lu, il ne précisait pas exactement, mais quelques minutes, donc moins de 15 minutes. Et au niveau physiologique, au niveau énergétique, ça va être entre 15 et 20 minutes. Donc si tu arrives à manger aux alentours de ton repas aux alentours de 15-20 minutes, et que tu restes sur des aliments les mêmes, c'est-à-dire que tu as ta source de glucides, ta source de protéines, ta source de végétal, on va dire, et une source de graisse, et que tu ne vas pas... Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est les diètes entrée-plat-dessert. Pourquoi? Parce que les diètes entrée-plat-dessert, pour l'avoir vécu, je sais que dans les deux cas, alors dans le premier cas, quand on fait entrée-plat-dessert, on sort, on a le bide comme ça, mais quand on mange que le plat, on ne sort pas forcément avec le ventre, on n'a pas, comment dire, on n'a plus faim. Et si on a pris le temps, on ne ressent pas le besoin de prendre un dessert ou il ne nous manque pas quelque chose. Et souvent, les personnes qui me disent « mais jamais un petit dessert, jamais une petite entrée », souvent ce sont des gens qui mangent dans le même laps de temps que ceux qui mangent qu'une assiette. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Enfin, un problème et une observation qui se vérifie, c'est qu'en fait, si on laisse le même temps aux gens, mais qu'on leur donne des choix différents, les personnes qui ont une mono-assiette vont déjà prendre la même durée que ceux qui ont beaucoup de choix. Et c'est lesquels? C'est ceux qui ont la mono-assiette qui mangent trop rapidement, enfin trop lentement, ou les autres qui mangent trop rapidement? C'est plutôt les autres qui vont manger trop rapidement. Vous voyez bien, quand vous mangez avec des amis à la cafette ou quoi au travail, vous êtes capable de manger aussi lentement qu'eux, enfin dans la même vitesse qu'eux, et c'est pas vous qui mangent lentement, c'est plutôt eux qui qui engouffrent tout rapidement. Donc la problématique, c'est la variété pour la satiété, parce que dès que vous allez amener de la nouveauté, donc vous êtes stimulé par un dessert, une entrée, un plat, toutes ces choses-là, en fait votre satiété ne pourra pas s'installer, puisqu'en fait vous remettez à zéro le compteur des sens. Et donc du coup, il va falloir recombler ses sens, donc consommer ce nouvel aliment jusqu'à lassitude, etc., etc. Donc on se met à manger trop. Donc l'astuce, il y a des assiettes, voilà, moi je parle du principe que quand un sportif, il n'est pas obligé d'avoir entrée, plat, dessert. Souvent il y en a qui disent oui mais bon, le sportif a besoin de beaucoup. Oui mais en quoi il a besoin de beaucoup de variété par repas? Il a besoin d'avoir des matériaux particuliers par repas, des glucides, des lipides, des protéines. Après, est-ce que la variété à l'intérieur du repas est importante? À mon sens, non. Parce que justement, ça nous amène à... C'est ça la problématique, c'est qu'on nous balance un discours où il faut manger varié.
Alors que la réalité est oui, il faut manger varié, mais cette variété ne doit pas s'installer au sein même d'un repas, donc avoir un buffet devant nous, mais plutôt au sein d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Voilà, il y a des saisons, il y a des rythmes physiologiques tout au long de la journée, et on peut varier par rapport à ça. Mais après, de varier à l'intérieur même d'un seul repas, à mon sens, c'est une mauvaise compréhension du concept de variété. Et déjà, le concept de variété, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la variété, quoi. Parce que c'est pareil, il y a une hiérarchie dans la variété. On ne va pas manger aussi souvent des M&M's que des légumes. Voilà. On ne va pas manger la même quantité de légumes dans une assiette que, par exemple, de graisse. On prend 300 grammes de brocoli, par exemple, on ne prend pas 300 grammes d'huile d'olive. Donc, l'idée de la variété et de l'équilibre, il y a une hiérarchie là-dedans, et ça, malheureusement, personne ne vous le dit. Enfin, personne. Je ne dis pas personne mais personne dans les recommandations nutritionnelles, etc., que vous verrez à la télé, dans les émissions et tout, on en parle peu, à moins que vous fouilliez dans un reportage un petit peu plus poussé, mais sinon, vous savez, souvent les concepts, faites du sport, mangez sain, quoi. Mais manger sain, pour les gens, ça veut rien dire, en fait. Ils savent pas comment manger sain. Prenez n'importe quelle personne qui ne fait pas de sport et qui se met à faire du sport, il dit, bah, je suis allé courir et je mange du riz, quoi. Voilà, pour eux, c'est ça. Les féculents, c'est bon pour le sportif. Ils ne comprennent pas que... Enfin bon, il y a quelque chose derrière qui manque, et c'est normal. Personne n'est éduqué à ça. On ne peut pas demander aux gens de deviner les choses. Enfin voilà. Alors il y en a qui vont piocher la bonne carte. Hein, c'est comme pareil. Mais si on n'a pas les bagages et la formation pour, on n'est pas capable de comprendre, quoi. Donc voilà pour cette question. Je m'arrête ici. Posez les vôtres en commentaire. On se retrouve jeudi pour la nouvelle question. Bye bye.